Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision via vos box et vous nous retrouvez chaque soir dans la foulée en rattrapage, soit en replay vidéo sur bismart.fr, soit en podcast audio sur l'ensemble de vos plateformes d'écoute préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, nous évoquerons dans un instant avec nos invités de Planète Marché les perspectives estivales qu'on peut avoir sur le plan de la macroéconomie, sur le plan des marchés financiers bien sûr, avec un rendez-vous important, la saison des publications de résultats d'entreprise qui va monter en puissance à partir de la semaine prochaine et notamment le coup d'envoi qui sera donné par le secteur bancaire américain. Ce sera évidemment une étape importante pour valider ce que le marché a déjà acheté, bien payé. On attend encore des croissances bénéficiaires spectaculaires sur le marché américain notamment, que ce soit à travers le secteur de l'énergie, mais bien sûr le secteur de la technologie dans son ensemble, des croissances bénéficiaires attendues à plus de 20% pour le marché américain pour ce trimestre encore. Et puis sur le plan macro, malgré un risque géopolitique qui reste toujours assez présent, on notera que les mouvements de marché sont quand même relativement contenus depuis la fin du cessez-le-feu annoncé ces derniers jours par Donald Trump. Le pétrole a réagi en première intention, mais les prix se sont assez vite calmés. On reste entre 70 et 80 dollars pour le baril de pétrole aujourd'hui. Si jamais c'était un nouvel équilibre, quelles sont les perspectives macro que cela peut ouvrir ou réouvrir pour un certain nombre d'économies? Là aussi, c'est une question que nous pourrons nous poser. Et puis, l'actualité des entreprises, de manière assez immédiate, c'est l'accueil qui va être réservé à SK hynix sur le marché américain, au Nasdaq, le champion sud-coréen de la mémoire avec Samsung. Mais SK hynix est l'entreprise qui est en train de monter en puissance et de gagner des parts de marché aujourd'hui sur ce marché de la mémoire. SK hynix a levé plus de 26 milliards de dollars à l'occasion de cette cotation américaine, ce qui en fait tout simplement la plus grande levée de fonds de l'histoire aux États-Unis pour une société étrangère. Pauline Gratel vous donnera plus de détails sur l'opération dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque mois, nous ferons un point sur l'actualité de l'industrie ETF avec l'observatoire ETF de Yomoni, Altéis, by Yomoni. Olivier Malteste, le directeur des investissements d'Altéis, sera avec nous en plateau dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est à nos côtés et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour évoquer cette séance sans grand mouvement majeur, en tout cas du point de vue des indices européens notamment, qui ont plutôt tendance à faire du surplace aujourd'hui. Oui, il consolide après le rebond d'hier. Le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 évoluent sans tendance, tandis que le CAC 40 est tout à fait stable autour de 8300 points. L'indice parisien est lesté par Thales qui cède 2%. Dans les autres baisses, il y a aussi Legrand et Safran, par exemple. On note tout de même le bond d'ArcelorMittal de plus de 6% qui fait suite à un relèvement d'opinion de la part de JP Morgan. Aux États-Unis, les indices évoluent à l'équilibre à l'ouverture avec certainement quelques prises de bénéfices. Le Nasdaq avait rebondi hier de près de 1,5% pour rappel. Un point sur les marchés asiatiques également, Pauline. Au Japon, le Nikkei a clôturé en hausse de plus de 1,5% ce matin. Sur les marchés obligataires japonais, le rendement à 10 ans se détend violemment de plus de 15 points de base pour évoluer autour de 2,70%. Et les rendements plus longs à 20, 30 et 40 ans se détendent de plus de 10 points de base. Le yen japonais a progressé face au dollar à la suite d'annonces liées à un plan d'investissement de fonds de retraite qui soutient la monnaie nippone. Et puis la bourse la plus volatile du monde, celle de Séoul, en Corée du Sud, a progressé aujourd'hui avec un indice Kospi qui gagne 2,5% en clôture. Oui, l'indice sud-coréen est toujours soutenu par ses deux poids lourds, Samsung et SK hynix. SK hynix qui est d'ailleurs à la une aujourd'hui du côté des sociétés, car le géant de la mémoire IA débarque à Wall Street après une levée de fonds monumentale de 26,5 milliards de dollars. C'est simple, c'est du jamais vu pour une entreprise étrangère aux États-Unis, puisqu'ils font encore mieux que le record d'Alibaba en 2014, et c'est 25 milliards. Et une autre entreprise qui fait l'actualité en ce moment, c'est EasyJet. Après Castle Lake, il y a seulement quelques jours, la compagnie low-cost britannique EasyJet se retrouve à nouveau au cœur
des convoitises, en l'occurrence celle du géant américain Apollo Global Management. Face aux rumeurs d'une offre de rachat imminente, l'action de la compagnie aérienne a immédiatement décollé de 15%. Le fonds américain propose 5,7 milliards de livres. C'est un cran au-dessus de l'offre concurrente de Castle Lake. Reste à voir si le conseil d'administration d'EasyJet cédera aux sirènes du fonds ou choisira de défendre son indépendance. Dans le secteur aérien, les investisseurs ont pris connaissance des résultats de Delta Airlines. La facture de kérosène a été historique pour Delta Airlines au deuxième trimestre. Si les prix du pétrole refluent depuis quelques temps, Delta indique maintenir ces hausses de tarifs qui avaient été appliquées au printemps. Les prévisions pour le troisième trimestre sont confirmées, portées par la forte demande pour les voyages premium d'affaires et internationaux, qui ont d'ailleurs permis de compenser cette facture de carburant trimestrielle la plus élevée de toute son histoire. Le titre cède 3% dans les premiers échanges à Wall Street. Quels sont les équilibres qu'on peut observer sur les grands marchés obligataires internationaux aujourd'hui, Pauline ? Aux États-Unis, le rendement à 10 ans est globalement stable autour de 4,55%. Les rendements américains à 20 et 30 ans restent sur le seuil de 5%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans évolue légèrement supérieur à 3% au cours de la séance. En France, le rendement de même échéance se traite autour de 3,85%. Le spread franco-allemand reste toujours situé autour de 80 points de base. Sur le marché d'échange, le dollar est en léger repli, ramenant l'euro-dollar autour de 1,1430. Du côté des prix du pétrole, ils sont globalement stables avec un baril de Brent au-delà de 75 $. Quels seront les événements à l'agenda la semaine prochaine qui marqueront les prochaines séances, Pauline ? La semaine prochaine sonnera le lancement officiel de la saison de publication des résultats du deuxième trimestre avec les banques. On attend dès mardi JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo et Citigroup, suivis dans la semaine de nombreuses autres publications, BlackRock, Netflix, TSMC ou encore Publicis en France. Côté macro, les journées seront plus calmes. On attend quand même l'inflation américaine du mois de juin, la croissance chinoise du deuxième trimestre, l'inflation de la zone euro en seconde lecture pour le mois de juin et la décision monétaire de la Banque du Canada. Merci beaucoup, Pauline. Pauline Gratel avec nous chaque soir pour vous accompagner à travers les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. David Belloc est à nos côtés, gérant et stratégiste chez Mirova. Bonsoir David. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Romain Aumont d'être avec nous ce soir. Bonsoir Romain. Bonsoir. Ravi de vous accueillir dans l'émission. Vous êtes économiste et stratégiste quantitatif chez Natixis IM. Et à nos côtés également Joachim Jean, le directeur de la gestion action de Mansartis. Bonsoir et bienvenue Joachim. Bonsoir. Ravi de vous retrouver messieurs. Joachim, je me tourne vers vous. Vous avez une connaissance des marchés actions asiatiques historiques chez Mansartis. Parlons donc de SK Hynix qui entre aujourd'hui au Nasdaq, qui est déjà depuis plusieurs mois, voire trimestres, une des deux vedettes du marché sud-coréen, en tout cas celles qui sont visibles sur le plan global. Il y a Samsung, SK Hynix, on est évidemment dans le marché de la mémoire. C'est là où se trouve aujourd'hui un des goulets d'étranglement de la chaîne de l'intelligence artificielle, Joachim. C'est aussi le signe qu'après les levées de fonds en dette, en equity des hyperscalers, on voit désormais des équipementiers, des fabricants de puces mémoire se mettre également à lever des fonds, et pas qu'un peu, 26 milliards, c'est la plus grosse levée de fonds d'une entreprise étrangère sur le marché américain, pour là aussi, j'imagine, investir en capacité et suivre le rythme de ce train lancé à pleine vitesse. Totalement. Alors, le timing est assez intéressant puisqu'on a eu l'annonce très récente de Micron sur l'investissement aux États-Unis. Donc, je pense que ça fait écho aussi à ce que pourrait faire SK Hynix plus tard aux États-Unis. À mon sens, c'est pas surprenant de voir aujourd'hui une cotation sursouscrite sur le marché américain. Il y a deux raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont restés à quai pour le moment et qui veulent, je pense, rentrer dans le train. Pourquoi ? Alors, il y a les investisseurs privés, je pense, qui vont acheter massivement. On l'a vu au moment de l'annonce, notamment d'Interactive Brokerage, de l'accès aux Américains au marché coréen. Ça a traîné quand même un flux assez important d'achats sur le marché coréen. Et le deuxième, c'est les investisseurs institutionnels qui n'ont peut-être pas aujourd'hui pris la décision d'ouvrir des comptes en Corée. C'est pas si simple, en fait,
l'accès au marché de capitaux coréen n'est pas aussi simple que d'investir en Europe ou aux États-Unis. Donc c'est une facilité aussi pour eux, notamment pour les investisseurs américains, de rentrer sur cette valeur-là. Alors maintenant, est-ce que ça fait du sens de l'acheter maintenant ? Je vais être assez consensuel, je vais dire que je vais être neutre. Pourquoi ? La première, c'est que d'un point de vue positif, on a quand même une valorisation qui est extrêmement faible et avec une décote Moins de 10 de PE forward. On est à 5 de PE sur l'année prochaine fiscale de SK Hynix. On est à 7 pour Micron. Donc on a une petite décote qui est assez intéressante. Et puis aujourd'hui, c'est un poids quand même assez énorme dans l'indice. Donc ne pas être exposé à SK Hynix, c'est quand même prendre un risque assez conséquent sur une thématique qui est assez importante. Le point qui est peut-être un peu plus négatif, c'est la manière dont s'est fait le rallye récemment. Donc on a un environnement qui est très peu sain, notamment sur le levier des investisseurs privés en Corée, mais partout dans le monde entier, qui viennent financer par de l'endettement ces investissements-là. Et aussi l'émergence des ETF, donc une valeur avec un levier extrêmement important. Stock leveragé. Donc une cascade de produits. Le jour où on a un petit choc, ça peut entraîner quand même un pullback assez... Et ces produits-là sont plus traités que les sous-jacents sur le marché sud-coréen. On traite plus l'ETF single stock sur Samsung qu'on ne traite le titre Samsung lui-même. Totalement. Et quand on voit ça, souvent c'est des petits red flags. Alors c'est pas dit que demain on va avoir un crash, mais c'est le début de petits red flags. Et puis il y a d'autres petits acteurs, enfin petits, qui émergent. On voit, c'est aussi assez marrant de voir que le timing avec notamment les annonces d'IPO de CXMT, donc qui est un acteur chinois de la mémoire qui va rentrer en bourse, qui est un acteur crédible, on va dire porté par le gouvernement chinois pour venir concurrencer notamment les acteurs historiques de la mémoire, avec notamment aussi une communication d'Apple qui serait prête notamment à acheter des mémoires auprès de cet acteur-là. Wow, chinois. Un chinois, alors... Ouais. On va dire le seul frein qu'il peut avoir, c'est que je pense que les bâtons dans les roues vont être mis, notamment au niveau des équipements pour semi-conducteurs, pour ces acteurs-là. Donc ils n'auront pas accès notamment aux dernières machines ASML, etc. Mais voilà, attention. Ouais. Pourquoi ça se paye aussi peu cher, SK Hynix 5 ? Moi, j'ai quand même en tête que on est dans un secteur des semi-conducteurs qui a historiquement été ultra cyclique. Et quand je parle de cycle, c'est pas des cycles de 3-5 ans, c'est des cycles de 18-24 mois, historiquement. Là, je comprends que le cycle est un peu déformé, mais ces boîtes cycliques, généralement, quand les PE sont à aussi bas, est-ce que c'est vraiment le moment de les acheter ? On a plutôt envie d'acheter des boîtes cycliques quand les PE sont assez élevés, avec l'idée qu'on a peut-être touché un point bas aussi en termes de perspective pour ces entreprises. Alors, ce qui est très intéressant sur les notions de valorisation sur ces acteurs-là, en ce moment, c'est que j'ai pu interroger énormément d'experts, d'analystes qui couvrent depuis des années ces sociétés-là. Et on sent qu'ils ont une certaine difficulté à répondre sur les modèles de valorisation. Aujourd'hui, comment on valorise ces sociétés-là ? On ne peut plus les valoriser comme on aurait pu le valoriser à l'époque. Et ça aussi, c'est des petits red flags. Quand on commence à mettre un peu la valorisation sur le côté et qu'on dit, bon... On change d'indicateur, quoi. Voilà, on a les analystes qui sont derrière le marché. C'est-à-dire qu'on rattrape des prix cibles, parce qu'en fait, on ne sait pas trop comment valoriser ces sociétés-là. Et puis, on met un prix cible juste pour rattraper le marché, sans forcément comprendre les notions de valorisation derrière. Donc ça aussi, c'est des... Donc, est-ce que le PE est aujourd'hui l'élément le plus intéressant à regarder ? Peut-être pas, et c'est peut-être là où le marché aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on garde pour valoriser ces boîtes, Joachim ? Alors, on regarde des notions des fois de price to book, de reverse DCF, donc on essaye de voir combien price de croissance aujourd'hui le marché, mais à plus long terme. Et puis, c'est ce qu'on faisait, je me souviens, à la sortie du Covid. Et puis, parfois, on voit peut-être des exubérances sur certaines sociétés où on a presque envie de penser que ce qu'on vit aujourd'hui est une normalité à long terme. L'avenir nous le dira, mais c'est vrai que c'est des petits red flags notamment qu'on aperçoit. Donc, encore une fois, c'est très compliqué d'être sous-pondéré sur ce genre de valeur-là. C'est un trilliard maintenant, c'est une boîte trillionnaire. De rentrer maintenant et d'être surpondéré, c'est assez compliqué aussi. Bon, sur le dossier SK Hynix, est-ce qu'il y a des choses à dire spécifiques, David ? Et quel est le message que ça envoie ? Encore une fois, on a vu les levées de dettes, d'equity gigantesques des hyperscalers. On voit maintenant les acteurs de la chaîne de semi-conducteurs se mettre à lever aussi beaucoup d'argent pour suivre le rythme des capex. Tout à fait. Alors, c'est vrai que le marché vraiment se focalise sur les goulots d'étranglement et le marché de la mémoire. Plus de mémoire en fait partie. L'année dernière, c'était le nucléaire et l'électricité. Demain, ça sera peut-être la robotique ou le manufacturing. On voit qu'il y a une part de narratif
Et là, effectivement, le fait est que Skynix a 2-3 ans de carnet de commandes et devient finalement plus aussi cyclique que ça en termes de chiffre d'affaires. C'est du carnet de commandes solide. Ils expliquent que les pratiques ont changé. Les pratiques ont changé, c'est-à-dire que les prix sont florés. Il y a des pénalités en cas des commandes et la demande est absolument monumentale, tout simplement. Les hyperscalers sont censés investir, je crois, de l'ordre de 5 à 6 000 milliards à horizon 2030 sur la chaîne de valeur IA. Et le PIS mémoire, enfin, ne serait-ce que, je crois, pour un iPhone, c'est 30 à 40% en fait du coût d'un iPhone, en fait. Ouais. C'est la puce mémoire. Donc, il y a un pricing power absolument monumental. Et Skynix en profite. Et le marché, peut-être à court d'idées aussi, compte tenu de l'incertitude géopolitique, et compte tenu d'un BPA qui est tellement attractif, enfin tellement élevé, donc c'est une bulle de bénéfices. En fait. On n'est pas dans une bulle de valeur, on est dans une bulle de bénéfices. Que ça nous sort des PE à 5, se focalise sur ces valeurs. Jusqu'à ce que la dynamique de CAPEX se retourne ou qu'il y ait une technologie en mémoire qui concurrence avec moins de pricing power. Donc il faudra s'attendre forcément à ce qu'il y ait un retournement. Mais pour l'instant, ce n'est pas le narratif de marché. On a eu une correction de 15-20%, alors pas sur les puces de mémoire et plus généralement sur la thématique momentum IA. Comme par hasard, ça intervient à partir du 22 juin, qui était la date à laquelle le régulateur coréen a mis en garde les investisseurs par rapport à des ETF leveragés qu'il estimait que ce n'était pas sain. Comme, voilà, on est dans un marché de trading, on n'est plus dans un marché d'investissement. Depuis, le momentum a perdu 15-20%. Les ETF, les positions en ETF leveragés se sont normalisées. On est encore... Donc le positionnement s'est assaini quand même. Un peu, mais on est au-dessus encore en termes de moyenne mobile 100 sur le facteur momentum, on est encore 15% dessus. Et il y a encore beaucoup de levier quand même sur cette thématique. Mais on voit que, y compris le régulateur, voit bien que on devient sur ce type d'investissement plus en termes, enfin c'est du pari très très court terme de trading. Les investisseurs américains aussi ont recours à ces ETF leveragés, et donc c'est une aubaine pour eux de jouer à Skynix. Mais vu comme ça, on a quand même plus l'impression que pour les prochains mois, on a une thématique extrêmement forte avec d'excellents fondamentaux. Il ne s'agit pas de s'en écarter, mais on est quand même plutôt face à un marché de trading avec des points bas, des points hauts et des investissements un peu dangereux quand même. Voilà. Dit le stratégiste quantitatif de cette situation, Romain, ça m'intéresse parce que c'est vrai que l'analyse fondamentale, c'est plaisant intellectuellement, évidemment, c'est très nourrissant, très enrichissant. Maintenant, le facteur momentum, c'est le comportement des investisseurs aussi derrière, qui joue beaucoup. Est-ce qu'on est encore dans des marchés, avec l'exemple de SKNX aujourd'hui, ou de la mémoire en général, est-ce qu'on est encore dans des marchés boursiers qui sont animés par les fondamentaux, au moins en partie, ou est-ce qu'on s'est complètement déconnecté de ça aujourd'hui là ? Ça, c'est la vraie question. Alors nous, quand on est économètre et stratégiste quantitatif, on n'aime pas voir des dynamiques exponentielles. Il y a quelque chose qui n'est pas vraiment sain derrière tout cela. Une petite alerte qui résonne, En revanche, là où il faut rester quand même aussi mesuré par rapport à ces peurs, c'est que on est quand même face maintenant à une exposition, à une thématique IA, l'infrastructure, on va dire, de calcul et de mémoire qui devient absolument nécessaire du point de vue de la demande interne américaine. On a globalement, en fait, on épouse un cycle macroéconomique qui est en train de se renouveler. Et donc, il est rationnel de continuer à rester exposé à cette thématique. Donc, on est un petit peu plus que sur la neutralité de notre point de vue, parce que vous avez finalement des fondamentaux, une demande globale. C'est pas simplement les États-Unis. Quand on regarde finalement la balance commerciale coréenne, c'est aussi beaucoup de Chine. Vous avez quelques pays européens également. Et donc globalement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes en train de parier sur le fait que le cycle économique global, il va pas ralentir, et ça va finalement, et ça justifie aussi, par exemple, les dernières projections du FMI qui ne voient absolument pas de ralentissement, parce qu'on est en train d'épouser un super cycle d'investissement, un choc de productivité majeur qui fait que on est obligé de maintenir cette exposition. On ne voit pas ça à toutes les générations, donc effectivement ça peut surprendre, mais c'est quand même la réalité aujourd'hui. Vous dites là à travers l'exemple de la balance commerciale coréenne, mais évidemment il faut regarder ce qu'il y a en face, peut-être la Chine, les États-Unis également. Aujourd'hui, c'est l'IA qui est le moteur ou la dynamique du commerce mondial, des échanges,
Absolument. C'est ça, Romain. On avait peur que les tarifs douaniers puissent mettre à mal les trajectoires finalement d'échanges globaux. Et qu'est-ce qu'on a observé? Ça s'est même accéléré en 2025, ça continue le momentum en 2026. Donc vous avez cette thématique qui outrepasse en fait tous les vents contraires que pourrait mettre la régulation, on va dire, sur les flux. Et donc derrière Il n'y a pas de ça, barrière qui tienne là. il n'y a absolument plus aucune barrière qui tienne vis-à-vis de ce genre, de la puissance, on va dire, de ce retournement. Maintenant, quand on regarde par exemple le premier trimestre aux États-Unis, on s'attendait à voir un consommateur, un ménage américain qui allait continuer à consommer. Eh bien, il commence à y avoir une sorte d'effet d'éviction où c'est l'investissement privé non résidentiel des entreprises qui trustent approximativement toute la croissance. Donc, vous avez toujours une demande interne, mais elle est plus de la même nature, et ça justifie aussi d'aller s'exposer plutôt sur des acteurs de l'offre véritablement. Et ça veut dire qu'on va avoir, parce que c'est un sujet, alors je ne sais pas si Donald Trump regarde encore le déficit de la balance commerciale aux États-Unis, peut-être qu'il y reviendra, mais ça veut dire qu'on est parti pour avoir un déficit commercial américain qui va à nouveau s'agrandir, s'élargir. Et c'est ce qu'on observe. Et c'est ce qu'on a observé sur les dernières marques, hein, c'est ça. C'est ce qu'on a observé sur la dernière marque. Et quand on regarde et qu'on décrypte ce qui est en train de tirer ce déficit, bien maintenant, vous avez un déficit de l'ordre de quasiment plus de 1% du PIB qui est juste associé à l'import de ces micro-composants. Ouais. Et vous rajoutez à cela, en fait, quand même une consommation un petit peu cyclique des véhicules et de la pharma. Et vous avez, en fait, eu ces 77 milliards qui sont tombés pour mai. Et globalement, ça réaccélère. Le déficit américain réaccélère et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que globalement, vous avez toujours une économie, une locomotive qui est en train de tirer finalement des économies aussi exportatrices. L'Allemagne a surpris assez positivement aussi de ce point de vue-là, parce que finalement, vous avez une demande, vous avez une absorption de cette offre. Donc ça va être bon pour la croissance allemande, ça. Et ça va être On va avoir des chiffres étonnamment plus positifs que ce qu'on imagine peut-être sur un pays comme l'Allemagne. En revoyant la contribution de la balance commerciale, on est peut-être sorti de l'ornière sur la base de cet investissement massif qu'on observe encore une fois aux États-Unis. C'est intéressant parce que on revient quand même à un monde très physique, je trouve. Hein. C'est-à-dire que oui, alors Internet, il y avait quand même les telcos, etc. Mais après, c'est très vite le monde numérique. Là, on voit quand même que l'IA, c'est aussi très physique. Je ne parle même pas du quantique ou de la robotique. Le quantique, c'est de la physique. On revient à un monde très physique d'échange de biens aussi en sous-jacent. Oui, c'est très intéressant parce qu'il y a un autre exemple qui est concret, c'est le Japon. C'est une économie historiquement avec une croissance extrêmement faible. Aujourd'hui, il y a un vrai driver sur ces thématiques. On va dire, de croissance physique, que ce soit la robotique sur lequel on sait le Japon est extrêmement fort, et maintenant sur l'IA. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le Japon profite en fait d'un yen extrêmement faible pour être un très bon exportateur, mais plus sur les mêmes industries. Historiquement, en fait, le Japon profitait de ses exportations vers ses voisins régionaux, comme la Chine, c'est plus le cas, ou vers des industries où elle est extrêmement forte, comme l'auto. Et c'est plus trop le cas aujourd'hui. Et pourtant, on voit des croissances d'exportation extrêmement importantes qui sont justement sur ces thématiques-là. Il y a une substitution qui se fait il y a une substitution, très vite, donc, en fait. Heureusement pour le Japon, puisque sans cette substitution-là, je pense que ça aurait été très compliqué. Mais aujourd'hui, le Japon émerge comme un vrai acteur futur, en fait, et qui l'aurait dit, je pense, il y a 5 ou 10 ans, grâce notamment à ces industries-là sur lesquelles il y avait quand même un savoir-faire assez important historique. Donc c'est assez très intéressant de voir ça. Et en même temps, en fait, il y a des risques pour le Japon. C'est que ces exportations-là, on le voit, c'est sur la devise. C'est porteur, en fait, pour les exportations. Mais en même temps, le Japon subit de plein fouet, en fait, une inflation importée. On peut pas avoir. Il y a forcément un revers à piloter une stratégie d'un yen faible, voire très faible, parce que tout ça est quand même fait partie de la stratégie et du plan quand même. Totalement, mais Joachim. Mais il y a un bug. Voilà, il y a des niveaux. Alors ils ont toujours communiqué sur le fait que c'est l'accélération qui fait peur et pas le niveau. Mais on voit notamment avec les annonces de ce matin, d'essayer de favoriser l'investissement au Japon, notamment du fonds de pension japonais. C'est notamment derrière un besoin de voir un rapatriement de flux de devises vers le Japon qui pourrait porter. Et ça a fonctionné cette nuit, ça va prendre du temps, mais il y a une volonté pour le Japon aussi de
voir les acteurs, que ce soit institutionnels ou privés, investir au Japon. Donc on arrête ou les interventions verbales ou les interventions où on est obligé de claquer je ne sais combien de dizaines de milliards de dollars qui ne servent à rien en 24 heures. D'un point de vue monétaire, on va essayer de mettre en place quand même un soutien plus structurel au marché obligataire et à la devise éolienne. Et on l'a vu historiquement. Donc ils ont bien conscience qu'ils vont un peu loin dans l'idée de piloter un yen très faible. Oui, du point de vue du gouvernement, j'entends. Il y a un vrai sujet sur le pouvoir d'achat et donc sur la consommation et qui est lié notamment au yen. Donc il y a une vraie prise de considération que on a un niveau, mais il ne faut pas aller au-delà quand même. Ouais. Renouveau du marché japonais. Alors on suit ça avec passion. Pauline adore. Sur 5 ans, le marché japonais en devise locale est le meilleur marché par rapport aux États-Unis, à l'Europe. Qui l'aurait dit il y a 5 ans? Je pense personne, en tout cas certainement pas moi. Pauline s'est prise de passion pour les marchés obligataires japonais. Non mais c'est vrai qu'il y a un vrai renouveau. Alors déjà la lumière mondiale entoure à nouveau ce marché japonais. Est-ce que c'est un marché sur lequel vous êtes toujours constructif d'un point de vue d'investissement stratégique aujourd'hui, David? Alors oui, on est constructif sur les marchés actions en général, et y compris Japon, pour les éléments qui ont été mentionnés, à savoir le fait que le pays bénéficie à plein de réformes de gouvernance qui sont plutôt bien menées, un plan de relance budgétaire, et l'IA et la robotique demain qui drive effectivement des capex, avec un consommateur qui retrouve un peu d'inflation salariale et un peu de pouvoir d'achat. Donc globalement, c'est vrai que là aussi, on est à 40% depuis le début de l'année, et c'est quand même très corrélé à la stratégie momentum, donc il faut effectivement trouver des bons points d'entrée, après des corrections tactiques, techniques, je dirais, mais les fondamentaux sont absolument très bons. Pour revenir 2 secondes par rapport à ce qu'on est en train de vivre avec l'IA, c'est vrai que c'est comparable à la construction des chemins de fer, en fait, avec la pression qu'il y avait sur l'acier, le bois, le charbon, l'automobile entre 2 guerres, ou même l'électricité à la fin du 19e siècle. Donc, en fait, ces révolutions en fait, industrielles créent nécessairement des goulots d'étranglement avec des acteurs, donc c'est les puces de mémoire à Skynix en ce moment, et pas que d'ailleurs, qui bénéficient à plein et qui génèrent d'ailleurs un peu d'inflation. Une inflation qui, ensuite, dans un second temps, se transforme en des gains de productivité assez nets. Ça a été le cas avec l'électricité, ça a été le cas avec les chemins de fer. Donc il faut s'attendre un peu à ce séquençage qu'on est en train de connaître, qui est renforcé par le fait qu'on a des économies extrêmement résilientes du fait donc, des plans de relance budgétaire, défense ou autres, par rapport à une géopolitique assez complexe. Et donc, on a une économie, donc, finalement, qui privilégie les producteurs via des chocs d'offres, des États qui financent et une inflation qui reste collante et des taux plutôt élevés. Comment on réfléchit au point de bascule? C'est-à-dire, à quel moment... Alors, l'IA, on parle d'inflation aujourd'hui. C'est vrai que les prix des composants baissent depuis des décennies et là, sont en train de remonter violemment. L'iPhone va monter de 200, 250 $. Il n'y a pas le choix, nous dit Apple. À partir de quand est-ce que tout ça se transforme en choc de productivité? Et est-ce qu'il faut passer par une phase de guerre des prix entre les acteurs de l'IA, ceux qui vont fournir les modèles, pour justement participer à une diffusion accélérée, large, qui permettra aussi une généralisation de ces gains de productivité. Mais pour ces acteurs-là, ça veut dire qu'il va falloir peut-être passer par une guerre des prix. Dans le cas de l'électricité, mais pour c'était une autre économie, il a fallu... C'est peut-être une histoire différente. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est un bon point. Juste, effectivement, avec l'électricité, il a fallu attendre des décennies. Donc on n'en est pas là, mais en fait, ça peut être des gains de productivité. Ce qu'on a actuellement aux États-Unis, c'est plutôt les investissements post-Covid, de télétravail. C'est pas encore l'IA. C'est pas encore l'IA. Ou alors ça commence à l'être, mais pas complètement. Effectivement, pour que ces gains de productivité profitent à toute la population, à la fois les clients, les salariés et les actionnaires, il faut que ça soit correctement réparti. Mais compte tenu des valorisations et de l'extrapolation des bénéfices dont on est en train de parler pour ces fabricants de semi-conducteurs, on a l'impression qu'il faut qu'ils captent les gains en Europe, en Asie. Enfin, je parle des acteurs américains. Il faut effectivement qu'il y ait une rémunération de l'actionnaire absolument phénoménale. Et donc, on se dit, OK, mais alors, quid de l'adoption en fait de ces technologies à partir du moment où c'est monopolistique, où le coût de l'IA devient important et où il y a aussi des acteurs peut-être moins chers et mieux disants comme les Chinois avec DeepSeek, etc. Donc c'est là où je pense qu'à un moment donné,
on va se rendre compte qu'effectivement, peut-être que cette bulle de profit et cette capitalisation boursière exige un chemin quand même d'adoption d'IA qui n'est pas forcément celui dont l'économie mondiale aurait besoin pour plus de croissance, moins d'inflation et pour pouvoir rembourser les dettes. C'est comment on réfléchit aux gains de productivité que tout ça va pouvoir générer. Est-ce que vous êtes team Aguillon, team Acemoglu, les plus grands économistes et les prix Nobel qui sont, j'allais dire, presque en train de s'antagoniser sur ce sujet. Ce qui montre que la complexité du débat, j'imagine, Romain. Mais de manière plus prosaïque, c'est aussi un Kevin Warsh qui fait ce pari du choc de productivité, tout en assumant dans ses dernières communications depuis qu'il est président de la Fed que sur le timing, il n'a pas la clé et qui constate qu'à ce stade, l'IA est plutôt un sujet inflationniste avant d'être un sujet de choc de productivité positif. Rassurez-vous, il y a un groupe de travail qui va plancher dessus et qui va rendre au passage, les têtes d'affiche des groupes des task force de la Fed, quand même pas mal. Ça va de Mervyn King, Marc Andreessen, un des plus grands VC de la Silicon Valley de l'histoire. J'en oublie, mais enfin, c'est que des grands noms. Il y a des prix Nobel qui doivent y participer, etc. Il n'a pas mobilisé n'importe qui, puisqu'on s'est moqué de ces groupes de travail. Il n'a pas mobilisé n'importe qui, quand même. Absolument. Romain, là-dessus, il faut constater qu'en fait, on est peut-être face à un monsieur Warsh tout à fait rationnel, qui ne s'est pas exempté. Vous parlez de cette lutte un petit peu des chapelles académiques pour savoir quel va être l'impact de cette transformation majeure. On n'en a pas vraiment la moindre idée du monde. Et c'est un peu le discours que tenaient aussi les banquiers centraux à Sintra. C'est de dire qu'on est face à un monde qui va sans doute changer, face à un monde qui va peut-être maintenant plus fréquemment être face à une succession de chocs d'offres, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs. La question, c'est comment la Banque centrale, comment la politique monétaire s'adapte à ces chocs-là. On n'a pas de réponse préacquise. Évidente, ouais. On a observé des banques centrales réagir plus ou moins bien dans les années 70-80 lorsqu'il y avait des chocs d'offres qui étaient également massifs. La question, c'est de savoir maintenant, à l'heure actuelle, est-ce qu'on doit accompagner le mouvement ? Comment on peut préempter cette phase désinflationniste qu'on pressent dans les modèles macroéconomiques, mais quand on fait face finalement à des tensions sur la demande à très court terme, comment doit réagir la Banque centrale ? Est-ce qu'elle peut considérer que c'est transitoire ? Est-ce qu'elle est obligée quand même de resserrer les conditions de financement ? Si elle resserre les conditions de financement, derrière, il y a peut-être moins d'investissement. Donc ça veut dire qu'on a peut-être une adoption de cette révolution qui sera plus lente. On casse la révolution, quoi. Exactement. Donc on a des vrais problèmes d'incohérence temporelle dans les modèles qui sont finalement en train d'être pris en compte par les banquiers centraux et qui expliquent aussi peut-être la raison pour laquelle on a des communications qui deviennent de plus en plus cryptiques. Et donc la meilleure manière de faire, c'est d'arrêter de communiquer, nous dit Kevin Warsh. Et il a peut-être finalement raison si on se met de ce point de vue et de cette perspective-là. Maintenant, le marché, lui, cherche à avoir des réponses maintenant. Il cherche à savoir si on a vraiment une vitesse d'adoption. On sait que les chocs technologiques maintenant sont adoptés de plus en plus rapidement. La question, c'est de savoir comment ils percolent dans l'économie. Vous mentionnez tout à l'heure, il faut rémunérer avant tout le détenteur de l'action. Il y a un moment où, pour que la technologie se diffuse et pour que les gains de productivité se réalisent vraiment, il faut que la force, ou du moins le capital, la force de travail, soit rémunérée aussi à juste titre. Et donc la question, c'est que la force de travail, à l'heure actuelle, quand on regarde les grandes décompositions de répartition du profit entre les entreprises et les ménages, par exemple aux États-Unis, la part des ménages dans la rémunération est historiquement basse aux États-Unis dans la rémunération de la création de valeur ajoutée. Bien sûr. Et donc, il faut que ça bénéficie à tout le monde. Ça ne peut pas juste être un choc d'offres, on va dire, hermétique à la partie de demande par la suite. À partir de quel moment on commencera à avoir des évidences, une démonstration que l'IA effectivement est capable de générer cette productivité qu'on attend, qu'on espère, Romain, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que ce qu'on voit, alors j'ai en tête que les gains de productivité, le rythme de croisière aux États-Unis est peut-être de l'ordre de 3% aujourd'hui, est-ce que c'est un chiffre qui est cohérent, Romain ? Entre 2 et 3. Ok, entre 2 et 3, très bien. Est-ce qu'on est déjà dans des effets de l'IA ? Voilà, on a eu le dernier rapport du travail sur le marché du travail il y a quelques jours, la semaine dernière, je crois, aux États-Unis. Est-ce qu'on a déjà des effets d'IA ou est-ce qu'on est plutôt dans les effets de gains de productivité qu'on a pu engranger post-Covid avec les changements de mode de fonctionnement, de mode de travail, etc. Est-ce qu'on est encore dans cette partie-là ou est-ce qu'on est déjà dans l'histoire suivante ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on parle de productivité, on parle généralement de productivité apparente du travail. Qu'est-ce qu'on observe à l'heure actuelle aux États-Unis ? On a ce cycle d'investissement massif, on a une demande interne qui tient.
mais finalement, le taux de participation décroche totalement. Il y a de moins en moins de travailleurs sur le marché de l'emploi. La force de travail, globalement, diminue. Et c'est l'une des seules économies développées qui va dans ce sens-là. Et qu'est-ce que c'est la productivité ? C'est la chose qu'on n'explique pas entre cette main-d'œuvre qui, structurellement, continue à baisser et finalement, la création de valeur ajoutée qui, elle, ne cesse pas de croître. Et donc, la productivité, à l'heure actuelle, nous, on l'associe plus à toute la politique d'offres qui a été déjà mise en place sous Obama, puis Biden, où globalement, on a fait des subventions, le CHIP Act, l'Inflation Act, des choses comme ça. Bien sûr. On voit factuellement dans les agrégats d'investissement des entreprises qu'on va avoir plein d'investissements dans les technologies de l'information et de la communication, dans tout ce qui va être produit de propriété intellectuelle. On a des efforts massifs de ce point de vue-là. Maintenant, avec une main-d'œuvre qui, grosso modo, décroît dans l'absolu, vous avez simplement ce qu'on appelle la productivité et les fameux gains de productivité de l'ordre de 2,5 aux États-Unis. La question, c'est l'IA derrière. Qu'est-ce que ça signifiera ? Est-ce qu'on va réussir à générer des profits sans cette force de travail en face pour la consommer. Quid de la demande interne et de la demande interne des ménages. Force de travail pénalisée aussi par la fermeture des frontières. Hein. Le flux de nouveaux entrants, j'allais dire, sur le marché du travail venant de l'étranger a été considérablement réduit aussi. C'est ce qu'on pensait, mais quand on regarde, il y a une inflexion, ce qui est très étonnant quand on regarde la population en emploi à l'heure actuelle aux États-Unis. C'est la population dite native qui décroît fortement et qui est moins que contrebalancée parce qu'il n'y a pas suffisamment de main-d'œuvre étrangère, mais on commence à voir dans la donnée finalement une inflexion. Donc peut-être aussi un pragmatisme de l'administration américaine vis-à-vis de cela. On va peut-être avoir besoin encore de travailleurs étrangers. Je doute pas du pragmatisme américain, effectivement, face à différents types de situations. Sur le plan des marchés, pour y revenir avec vous, Joachim, comment on gère tout ça ? Et notamment, comment on gère la volatilité du terme de l'IA ? Sur SKNX, vous avez été limpide, très clair. Je peux au mieux être neutre parce qu'on ne peut pas aller face à ça et c'est des boîtes qui pèsent des trillions aujourd'hui dans les marchés. Mais c'est plus un strong buy. Comment on gère la volatilité du thème de l'IA ? Donc l'idée qu'il faut rester exposé à ce thème, mais que c'est un thème qui est quand même très mouvant et de plus en plus volatile. Et où est-ce qu'on trouve de la diversification, si c'est un sujet ? Écoutez, nous, on l'a trouvé en barbellisant les portefeuilles, puisqu'en fait, on voit des vases communicants. C'est-à-dire que lorsque l'IA fonctionne très bien, encore une fois, je pense qu'il faut rester neutre, donc en avoir dans les portefeuilles, et du coup, ça porte quand même la performance des portefeuilles. En revanche, lorsqu'on a des séances de secousses ou même des périodes un peu plus compliquées, comme on vient de vivre, sur toutes les zones géographiques, en fait, on a cet effet de vase communicant avec des flux qui vont vers d'autres valeurs. Et là, on se dit, c'est peut-être intéressant d'avoir les deux en portefeuille, c'est-à-dire que quand l'IA marche, ça marche peut-être un peu moins, et puis en cas de retournement, ça fonctionne bien. Et par exemple, je vous donne très rapidement un spectre qu'on peut avoir. Si je prends l'Asie, qui est quand même fortement pondérée sur l'IA, grosso modo, qu'on regarde... Corée, Taïwan, Japon. Hein. Voilà. Et là, voilà. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'IA ne fonctionne pas ? En fait, typiquement, là, aujourd'hui, on voit des flux s'intéresser à la Chine, aux grandes plateformes Internet qui ont été quand même délaissées pendant des trimestres, alors certes pour des bonnes raisons, quand même, mais on sent... Un peu comme les hyperscalers américains, finalement. Exactement, la question de la monétisation se porte également en Chine, mais lorsqu'on voit des Alibaba rebondir de 13% sur une séance, lorsqu'on a SKNX qui perd 10%, et ça sur plusieurs séances, on sent qu'il peut avoir un intérêt aussi sur ces valeurs-là si on a un désengagement des flux de l'IA. Sur le Japon, on a les mêmes phénomènes, plutôt sur la robotisation, typiquement, qui reste une thématique sous-jacente quand même, avec moins d'excès, on va dire, sur le marché, ou même les valeurs domestiques également, qui progressent dans ces séances assez compliquées. Et je pense qu'un peu partout dans le monde, l'idée, c'est d'avoir des portefeuilles qui sont plutôt aujourd'hui, à l'instant T, plutôt bien balancés, parce qu'on ne sait pas encore exactement où on va, donc c'est très compliqué quand même de se désengager totalement de l'IA, mais en même temps, on sent qu'il faut se protéger avec ce qui fonctionnerait si l'IA ne fonctionne pas. Et en Europe, on a vu notamment... alors, il y a la défense qui prend un peu le relais pour d'autres raisons aussi, mais c'est... qui prend le relais, la défense, depuis le début de l'année. Non, mais il y a une... Non, mais quand je dis prend le relais, à court terme, dans les cycles, dans les mouvements de va-et-vient. Voilà, exactement. Ou le Staples aussi. Donc, voilà, c'est une manière de travailler en barbelle avec deux gros poids, deux gros paniers dans les portefeuilles qui Mais cet équilibre, il devient nécessaire aujourd'hui, vous dites quand même. Il devient nécessaire, mais encore une fois, aujourd'hui, je ne prendrais pas le risque de me désengager de la thématique IA. Non.
sur la non, c'est vrai stratégie. on attaque là une saison de résultats et il y a fort à parier que les sociétés de la chaîne de valeur IA continuent à délivrer comme le marché l'attend, voire au-dessus. On peut voir encore des hyperscalers, une augmentation des capex annoncée comme ils ont pu le faire Alors à là, je parle de l'occasion des résultats. premiers trimestres. Non, les capex, ça y est, c'est fait. Les D'accord. hyperscalers Il y pour aura pas de- 2026, ils ont Ok. annoncé ce qu'ils devaient D'accord, annoncer. C'est c'est déjà bon. énorme. Ok. C'est 200 milliards de plus que Oui, ce c'est qui... ça. Voilà. Donc, cette Donc là, il va réévaluation, falloir... elle a eu lieu une fois, c'est pas chaque trimestre. Non, pas chaque trimestre. Il faut attendre Non, la fin de l'année. Non, non. On attend Tu vas la fin de tellement l'année vite que 2026. moi, On aura droit à nos annonces D'accord. à surveiller de très près. Après, on peut avoir d'autres annonces. Il n'y a pas que les hyperscalers. Donc, effectivement, il va falloir surveiller durant cette saison de résultats d'autres annonces de CAPEX hors hyperscaler. Après, en termes de bénéfices purs, il y a aussi... alors, c'est des bears qui disent ça comme Michael Burry, mais enfin, il y a quand même moyen de faire dire un peu ce qu'on a envie de dire à des bénéfices à partir du moment où on amortit des CAPEX sur 10-15 ans et qu'on génère des bénéfices sur un trimestre. Donc, j'ai pas de souci sur la dynamique de BPA, y compris très forte attendue. Il faut quand même pas oublier que c'est 60% de la croissance de BPA sur ce trimestre, c'est la chaîne de valeur IA, dont 40% uniquement Micron et Nvidia. Donc, c'est quand même ultra méga concentré. Mais je pense que ça va délivrer à court terme. Après, on voit qu'il y a eu une volonté de jouer une diversification européenne avec la réouverture des détroits d'Ormuz, le trait de stagflation qui s'est transformé quasi en un trait de Goldilocks, ou en tout cas moins d'inflation, plus de croissance. Un plan allemand, alors même si... toujours un plan le même, 2.0, mais enfin le même qui essaye de rebondir un peu et de redonner un peu d'entrain. Et des flux aussi, parce que tout le monde s'est désengagé de l'Europe, donc on voit qu'il y a des choses à faire clairement, mais c'est conditionné au prix du pétrole et à court terme. Et au sein même de la thématique IA, on peut aller jouer effectivement l'électrification, on peut aller jouer toutes sortes de choses qui sont peut-être moins surdétenues que les puces de mémoire ou les puces d'assemblage. Oui, mais qui restent corrélées à l'IA. Mais qui restent corrélées à l'IA, mais donc c'est une façon de le jouer en étant avec un bêta un peu moins fort. Hyperscaler qui a énormément souffert, effectivement, donc les valos sont très très attractives et je pense peut rebondir par rapport aux semi-conducteurs. Et puis après, oui, donc c'est de la diversification, c'est donc là aussi un peu comme le trade Europe, c'est des valeurs de consommation. Donc on voit les staples qui ont très fortement rebondi, mais c'est lié également à la baisse du prix du baril et la pression du dollar accessoirement. Donc tout ça, c'est quand même malgré tout lié à la géopolitique et au mix croissance-inflation classique qu'on pourrait attendre d'ici le second semestre. Et nous, on a envie de croire effectivement que le baril de pétrole devrait évoluer dans des niveaux à peu près actuels et qu'il y a effectivement une jambe de rebond et de hausse à aller chercher de ce point de vue-là. Bon, ça fait partie du champ des possibles, bien sûr. Où est-ce que vous vous fixez là parmi les scénarios possibles, notamment sur le plan un peu macro? Est-ce que si tant est que le baril de pétrole reste dans cette zone des 70-80, avec sans doute une situation qui peut rester instable dans le golfe Persique, Romain, est-ce que ça réouvre des perspectives pour l'Europe? Autrement dit, est-ce qu'on a déjà vu le gros des révisions à la baisse sur la croissance européenne? Est-ce qu'on va pouvoir peut-être même réajuster un peu à la hausse la conjoncture, le cycle pour les prochains mois et les prochains trimestres? Il est clair que c'est une excellente nouvelle de voir des réactions ou du moins une sorte d'immunisation progressive du marché vis-à-vis des développements géopolitiques dans Hormuz. Depuis le pic de conflictualité et des bombardements des structures de production de matières premières énergétiques, on se rend compte que le marché digère petit à petit les conséquences que ça signifie. Quand on regarde les flux à travers Hormuz, il n'y a toujours presque aucun bateau qui passe. Néanmoins, le marché a déjà acheté le fait qu'on avait une paix durable et on retrouvait une situation qui est stationnaire. Et donc, du point de vue du scénario macro, c'est absolument génial parce qu'on peut partir du principe que le choc a été finalement transitoire et que le risque de voir une persistance de l'inflation, c'est-à-dire des effets de second tour, ils deviennent de plus en plus faibles, n'en déplaise à certains orthodoxes de la Banque Centrale Européenne. Et maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, vous pouvez avoir finalement... On s'attendait à avoir une perte de pouvoir d'achat réel ou une perte de revenus réels des ménages et des entreprises. Sur un trimestre, en fait, une économie, elle est quand même tout à fait résiliente et elle peut absorber ce choc. Et ça veut dire qu'on a peut-être une capacité de rebond et des surprises positives au niveau du 3e trimestre ou du 4e trimestre de l'année. Et ça va jouer à travers la consommation des ménages aussi simplement que ça, par exemple, Romain? Alors, on considère que ça va se jouer à travers la consommation des ménages, mais ça va aussi peut-être
permettre aux entreprises de pouvoir investir ce qu'elles souhaitaient initialement investir. Dans les enquêtes, ça restait quand même un sujet. C'est l'incertitude géopolitique ou l'incertitude politique. Ça n'a jamais été bon du point de vue du plan d'investissement d'une entreprise. Et donc, vous avez quand même des catalyseurs en Europe qui sont le plan de relance allemand, donc cette seconde promesse de réalisation plutôt. Mais on commence à voir finalement certains effets tout de même. On a quand même certains secteurs en Allemagne qui sortent du bois. On a l'immobilier, on a les industriels qui reprennent vraiment du poil de la bête. Donc on sent que globalement, ce choc, s'il n'a fait que durer cette période-là, va être positif pour l'Europe. Et ça ne change pas du tout la trajectoire de croissance, par contre, pour les États-Unis. Et c'est quasiment une bonne nouvelle, parce que si on part du principe que M. Warsh a adopté cette posture un petit peu attentiste, c'était pour voir finalement se réaliser la promesse d'une administration pragmatique qui n'irait pas jouer la politique de la terre brûlée sur la seconde partie de l'année. Et il s'avère qu'on va peut-être se retrouver à l'heure actuelle dans un statu quo monétaire jusqu'à la fin de l'année. Ce qui est la meilleure des choses que Kevin Warsh pouvait apporter à Donald Trump. Absolument. Il ne pouvait pas apporter de baisse, ça tout le monde l'avait bien compris, parce qu'on a quand même un petit sujet inflation encore... et de crédibilité, c'est ça. Rappeler la cible, et finalement, M. Warsh a délivré sur la défense de la crédibilité. Il n'y a qu'à voir le dollar. Le dollar, c'est le témoin du retour de la crédibilité dans la Réserve fédérale. Il arrive pour l'instant à être crédible, à pas trop braquer Trump, et à maintenir un stance, un réglage qui semble être le bon, quoi. Absolument, parce qu'encore une fois, on a aussi quand on regarde les minutes du FOMC, c'était absolument génial de voir que la grande bataille de famille qui a lieu, c'est que le sujet du marché de l'emploi, ça reste quand même pour certains assez problématique. On a une sorte de choc d'offres négatif qui ne se translate pas en accélération des salaires, mais à un moment, le mandat aussi de plein emploi, pourra revenir aussi dans la balance. Pourra revenir dans la balance. Bien sûr. Parce qu'on est vraiment face à une économie à deux vitesses. Et on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc on a peut-être besoin d'une Fed qui soit quand même structurellement plus accommodante. Et une Fed qui est toujours très réactive. Sur quelques indicateurs, en fin d'année dernière, concernant le marché du travail, la Fed est capable de réagir, de rééquilibrer aussi sa position assez vite. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout de cette saison. Romain Aumont était avec nous ce soir, économiste et stratégiste quantitatif chez Natixis ICM. Joachim Jean, le directeur de la gestion action de Mansartis, et David Belloc, gérant et stratégiste de Mirova. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, le quart d'heure thématique, et une fois par mois, grâce aux équipes d'Alteis, by Yomoni, nous faisons un point sur l'actualité de l'industrie ETF. Olivier Malteste à mes côtés, bien sûr, le directeur des investissements d'Alteis. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Bienvenue. Bon, avant de parler de l'actualité de l'industrie, votre actualité, parce que j'aime bien ces moments. Donc, alors, Yomoni ou Alteis, je ne sais plus comment dire, parce que là, vous faites, c'est un nouveau coup de pub. Donc là, c'est Yomoni, forcément. Donc il y a eu moi j'aime bien analyser l'enjeu stratégique d'un coup de pub. Donc le coup de pub, désolé pour l'expression, mais il y a eu Paul Naref. C'était quoi, il y a 2 ans maintenant? C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et donc là, c'est Florent Manodou. Et là, c'est Florent Qu'est-ce que ça nous dit de l'étape à laquelle vous vous trouvez chez Yomoni et de ce moment un peu stratégique où après Paul Naref, on a envie de sortir Florent Manodou pour faire la promotion de la plateforme? On peut se dire qu'il n'y a pas vraiment de rapport. Et en fait, pour nous, c'est la continuité. C'est-à-dire que ce qu'on voulait montrer avec Michel Polnareff, c'est qu'il fallait s'occuper de son épargne et que si Michel Polnareff s'était occupé, nous avait connus, il n'aurait pas eu besoin de faire notre publicité. Si j'avais connu les solutions d'épargne de Yomoni, j'aurais pas eu besoin de faire de la publicité. C'était vraiment l'idée qu'il faut épargner, il faut s'y mettre. Et là, on est dans la deuxième étape avec Florent Manodou. C'est plutôt, maintenant que je sais que je m'y mets, c'est comment je m'y mets. Et Florent Manodou, qui est évidemment un très très grand champion sportif et qui l'a pour l'instant. Donc je me jette dans le grand bain, quoi. Et c'est surtout je me jette, moi qui suis habitué en fait à y aller par moi-même, à vraiment faire des longueurs. Là, je sais pas si vous avez vu la publicité ou quand vous la verrez, mais je me fais porter, je me fais aider, et pour gérer mon épargne, je me fais assister et je me fais, j'ai autre chose à faire, et c'est la décharge mentale, c'est la décharge et c'est le fait de se sentir maintenant que c'est la première étape, c'était vraiment dire il faut prendre conscience, et je pense que maintenant pratiquement tout le monde a pris conscience qu'il fallait s'occuper de son épargne, et donc c'était un peu l'allégorie de la cigale et la fourmi. Et donc voilà. Et après, c'est une fois qu'on a pris conscience, c'est comment on fait. Mais ça veut dire qu'il y a un moment clé entre la prise de conscience et le passage à l'action. Et qu'il peut y avoir un délai important entre les deux. Enfin, en tout cas, que cette période-là, cette période avant l'activation, avant l'entrée en action,
C'est une période pendant laquelle il faut aussi accompagner en fait la personne. Oui, alors il y a les deux choses. Il y a pour le cas de Florent Manodou, c'est après la carrière vraiment sportive, comment est-ce que je gère mon argent, comment est-ce que j'arrive, voilà. Et donc il y a un besoin évidemment plus important à ce moment clé. Mais en fait, on perçoit ce qu'on perçoit par le biais des volumes, ce qu'on peut voir par l'AMF et ainsi de suite, c'est que les particuliers se mettent de plus en plus à épargner. Le taux d'épargne en France n'a jamais été aussi important. Donc ça, on a l'impression que la première étape, les gens en ont conscience. Et on sent une inquiétude sur la retraite. Enfin, on sent tout ça. Et après, une fois qu'on sait qu'il faut le faire, c'est comment on le fait. Est-ce qu'on le fait par nous-mêmes? Est-ce qu'on y passe du temps? C'est vraiment ça. Nous, on est là pour le délégataire rationnel, pour éviter la charge mentale et ainsi de suite. Et donc, on fait vraiment de la gestion pilotée. On est vraiment sur ce panel-là, beaucoup plus que la gestion libre, même si on en propose. C'est vraiment ça notre offre de service depuis la création de Yomoni. Et donc, c'est la deuxième étape et c'est l'idée de faire l'allégorie entre Florent Manodou et puis les équipes de Yomoni, personnifiées par les gens qui viennent l'assister voilà, dans ce métier. Donc, c'est vraiment cette recherche. Et il y a une continuité qui n'est pas forcément évidente au premier regard, mais dans cette démarche, il y a vraiment cette idée. Bon. Nouveau coup de pub donc de Yomoni. Revenons alors à ce qui nous anime depuis plusieurs années maintenant, chaque mois, Olivier. Mais prenons juste un peu de distance, ou sur le premier semestre, ou sur le trimestre écoulé. Qu'est-ce qui a retenu votre attention, là, vous, en tant que directeur d'investissement d'Altéis, sur le fonctionnement et l'actualité, les tendances de l'industrie ETF? Ce qui a retenu notre attention sur les 6 premiers mois, c'est d'abord 3 choses. C'est d'abord le nombre d'ETF nouvellement créés. Ouais. On a créé sur les 6 premiers mois 250 nouvelles stratégies sous format d'ETF, donc ça fait un peu plus de 40 par mois. Donc on voit qu'il y a énormément d'ETF qui se créent. On le voit tous les mois ensemble. Et donc ça, c'est à la fois une bonne chose, parce que ça veut dire que ça se diversifie. Et puis c'est aussi un piège dans le sens où c'est de plus en plus complexe pour certaines stratégies. Donc ça demande de plus en plus d'y passer dedans. Et on reste toujours dans le même thème, mais c'est qu'on peut le faire tout seul, on peut regarder. Il faut faire attention quand même, comme dans tout investissement, sur ce qu'on en achète. Et là aussi, le fait de se faire accompagner peut aider, parce que c'est du travail. On en a parlé ensemble sur SpaceX, en fonction des indices et tout. Et les ETF, du coup, il y a de plus en plus. La gamme s'élargit, c'est bien pour les allocataires, mais il faut regarder exactement ça devient ce qu'on aussi achète. Des produits complexes. Exactement, ça devient de plus en plus des produits complexes. La deuxième, c'est un retour de l'ESG. On le verra aussi sur le mois, mais globalement, les flux reviennent. On n'est pas sur une explosion comme on avait pu avoir jusqu'en 2022, globalement, mais on est sur des parts de marché qui reviennent au niveau, des collègues qui sont de l'ordre de 20% depuis le début de l'année. Donc, c'est la fin, pour l'instant, en tout cas, c'est le point qu'on a vu, c'est la fin vraiment de la disparition ou de la perte des parts de marché sur l'ESG. Les flux reviennent sur le premier semestre. Et le dernier, évidemment, c'est les ETF actifs. Pas forcément en volume, ça dépend des mois, c'est assez volatile. Néanmoins, en termes de création d'ETF, on voit que les ETF actifs, c'est quand même particulièrement actif, c'est le cas de dire. Depuis le début du semestre, on voit que ça s'accélère. C'est vrai qu'il y a une croissance. Voilà, on voit en collecte, ça commence à se voir, mais c'est pas non plus, mais c'est vraiment en création de nouvelles. Est-ce que toutes ces tendances se poursuivent au second semestre? Est-ce qu'il y a d'autres dynamiques embryonnaires qu'il va falloir regarder sur la deuxième partie d'année? C'est quoi vos... Nous, on fait 3 prévisions. On se mouille, c'est le cas de le dire. On reste dans c'est le job. Et donc, on se mouille, on pense que les ETF actifs, ça paraît facile, vont continuer, mais surtout, on pense qu'on va avoir des nouveaux noms qu'on n'attend pas sur les ETF actifs. Des gens qui se sont opposés historiquement aux ETF. Je ne citerai pas de nom, mais là, on attend avec impatience. Sociétés de gestion de conviction, comme on dit. Exactement. Donc, ceux qui étaient vraiment opposés, on pense qu'ils vont venir sur le semestre et ça va surprendre globalement. La deuxième, c'est qu'on pense qu'en termes d'élargissement, ce qui nous paraît intéressant, c'est que les ETF vont aussi beaucoup plus travailler sur la méthode d'allocation. Globalement, on l'a vu, il y a beaucoup de prémices sur l'equally weighted, ça fait longtemps que ça existe, sur les approches en PIB et ainsi de suite, mais que ce soit sur le côté par des actions US, par des valeurs technologiques, on pense que tout ça va continuer de se développer, ce qui va rajouter de la complexité, c'est sûr, mais aussi apporter des nouvelles briques pour les allocataires. Et la dernière, peut-être la plus surprenante, celle sur laquelle on se mouille le plus, c'est qu'on pense que l'ESG va redécoller, va réaccélérer. C'est pas juste l'histoire d'un semestre, c'est un comeback. Là. Et en fait, on pense que c'est pas les effets canicules, on pense plus sur le thème de la souveraineté. Ce que nous apprend aussi le Détroit d'Ormuz et nous a rappelé, c'est que si on fait de l'énergie renouvelable beaucoup plus, c'est beaucoup plus sur notre sol. Et donc, si on veut être souverain au niveau énergétique, on pense que ça peut être une tendance qui pourrait émerger. Et donc, l'ESG aussi. C'est un nouveau moteur pour l'ESG, c'est ça. Avec le driver de la souveraineté désormais. Exactement. On pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à regarder. Bon, si on se focalise sur notre mois écoulé, le mois de juin, rapidement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Est-ce qu'on reste sur un niveau de collecte? Oui, j'ai l'impression assez solide. On a l'impression après les mois d'avril, on a eu le mois de mars. C'est le mois de mars qu'on a vraiment eu un trou. Et depuis, on a l'impression qu'on est habitué aux presque 40 milliards ou 40 milliards tous les mois. Là, on est à 39 milliards ce mois-ci. Donc, ça fait 225 depuis le début de l'année, plus 40%
par rapport au record de 2025. Donc tout se porte bien, malgré le petit trou en mars. On est à plus 40%. 31 milliards sur les actions, 8,5 sur les obligataires et 1 milliard de rachats nets sur les matières premières. On est à plus 44% en rythme sur le semestre sur les actions et plus 55 sur le marché obligataire. Donc ça collecte très très bien, c'est très robuste. Il n'y a pas de question. Sur la partie action, c'est peut-être ce qui m'intéresse le plus, Olivier. Comment les 31 milliards se décomposent là sur le mois de juin? Donc c'est toujours très global. Ça c'est toujours sur les ETF. Il y a beaucoup d'expositions globales. Les US, 13 milliards pratiquement, donc reviennent très très fort. Ça fait plusieurs mois. L'Asie et les émergents ensuite continuent de collecter et on a encore un mois de rachat sur les actions européennes, environ 2 milliards de rachats sur le mois. Donc on a eu 3 premiers mois où on a eu même des décollectes par moment sur les actions américaines. Et ensuite il y a eu la rotation et ça continue, même si les performances des actions européennes ont été meilleures sur le dernier mois. On a vu de la décollecte côté action. Côté thème, pas value, mais size et small cap essentiellement sur le mois. C'est là où ça a collecté le plus. La tech aussi est revenu globalement de manière très importante. Et ce qui a décollecté plutôt, c'est l'énergie et puis justement les values qu'on décollecté globalement sur le mois, sur le côté action pour aller vite et se concentrer sur les flux. Ouais. Bon, sur les flux ESG, alors venons-en aux flux ESG, effectivement. Mais là, avec la série historique que vous avez sur plusieurs années, oui, on voit le point d'inflexion. On voit que ça s'infléchit. Un mois ou deux, on ne le voyait pas. Là, on commence vraiment à le voir. Oui, parce qu'en gros, les encours, c'est environ à 20% en ESG. Donc, en ESG, c'est article 8, article 9 au sens large. On n'est pas puriste à avoir regardé uniquement l'article 9. Et là, on a 21% des flux sur les ETF actions et obligataires qui se sont répartis sur l'ESG. Donc, légèrement au-dessus. Donc, on voit l'inflexion. 18% sur les actions, 34% sur les obligations. Et donc, on voit ce retour des flux globalement sur l'ESG. Donc, on va voir si ça continue. Nous, c'est notre prédiction. Mais en tout cas, c'est un retour depuis le début de l'année. Et on l'a vu aussi sur mars, quand les flux étaient un peu moins forts, c'était resté de manière un peu plus importante sur l'ESG. Donc, non, mais à surveiller au second semestre. L'ESG n'est pas mort. Le retour même, le comeback de l'ESG. Sur les émetteurs, est-ce qu'il y a des choses particulières à dire? Parce qu'il nous reste 2 minutes, Olivier. Sur les émetteurs, c'est un trimestre à émetteurs américains. BlackRock, comme souvent, et pratiquement tout le temps. Vanguard, ensuite, et State Street avec SPDR. Donc, c'est les 3 plus gros émetteurs. Ensuite, Xtrackers et Amundi. Donc, voilà pour les flux. En termes d'encours et de répartition, ça ne bouge pas énormément. Ça bouge un petit peu, mais ce ne sont pas non plus énorme. Peut-être juste sur les lancements, 30 lancements globalement. Donc, c'est un peu moins que d'habitude, mais c'est quand même relativement costaud. Dans ce qui m'a... Donc 25 actions, 5 obligataires, toujours de l'ESG aussi, toujours de l'actif. Ce qui m'a un petit peu attiré, deux choses peut-être sur l'action. Dans l'élargissement des gammes, Pictet est arrivé avec 4 ETF actifs. Et donc ça, c'est pas les seuls, mais dont le moteur d'allocation est fait par de l'intelligence artificielle. Donc, à regarder, est-ce qu'on sera bientôt remplacé par l'intelligence artificielle? Il n'y a pas de gérant, là, sur la... il doit y en avoir un, je pense, qui contrôle. Mais en tout cas, les moteurs d'allocation, les signaux sont donnés vraiment par l'intelligence artificielle. Et BNP, là aussi, ça montre la complexité de l'ETF, qui vient sur un long short. Ah oui. Long short action européenne, grande et moyenne capitalisation. D'ETFiser des stratégies long short? Non, il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu. On a même essayé de faire des réplications de hedge funds, ce genre de choses. Donc voilà, mais je trouve que c'est assez... Ah oui. Parce que c'est quand même BNP qui, au niveau ETF, est très On a compris ESG. que l'ETF devenait une simple enveloppe et qu'on allait essayer de pouvoir mettre tout un tas de stratégies, parfois complexes, dans cette enveloppe ETF. On a même vu des produits structurés sous format ETF. On voit énormément de choses arriver. Et donc, je trouve que c'est assez symbolique, parce que c'est BNP quand même, donc c'est un gros acteur. C'est pas un gérant de conviction qui vient lancer son ETF. C'est BNP en tant que gérant indiciel, habituellement. Donc là, ce sera de l'actif. Mais voilà. Un mot du positionnement là pour les clients de Yomoni ou d'Alteis qui s'interrogent avant l'été. Qu'est-ce que vous avez pu bouger ou pas d'ailleurs dans les portefeuilles, dans les stratégies, Olivier? On vient de te dire un comité d'investissement sur lequel on a essayé de remettre un petit peu de risque sur les diversifiés. Donc nos profils complètement actions sont toujours investis complètement en actions. Et on a remonté, du coup on était à 45 sur un profil équilibré, normalement 50-50 sur du long terme. On est repassé à 47,5. Donc c'est modeste, mais on s'est dit que c'était le moment avant les résultats potentiellement de reprendre un petit peu de risque en restant quand même prudent. Et on l'a fait surtout en rajoutant du coup un pari sectoriel sur la santé
qu'on avait longtemps eu, et on se dit, voilà, ça va diversifier un petit peu le portefeuille globalement. Nous, on attend toujours et on croit toujours que c'est l'un des domaines sur lesquels l'intelligence artificielle devrait porter ses fruits premiers. Et donc voilà, et puis on reste toujours, nous, surpondérés sur les actions américaines par rapport aux actions de la zone euro notamment. Et on attend de voir ce qui se passe. Évidemment, on ne peut pas prévoir ce que fera Donald Trump et ce que donnera le conflit. Mais on reste prudent, mais on a remis un petit peu de risque globalement en se disant qu'on allait rentrer dans un scénario micro. Exactement, et on pense qu'on aura des bonnes nouvelles. A été effectivement d'excellentes factures. On aura les résultats qui commenceront à monter en puissance à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup Olivier. Merci, Olivier Maltès, directeur des investissements d'Alteis.